petite nouveauté, je sais pas si vous le voyez un peu à l'écran, mais ma molette est réparée parce que j'ai une nouvelle souris. Ok, merci à vous là pour le soutien sur Fermi là. N'hésitez pas à soutenir les bonnes causes. Parce qu'on réinvestit, on a du bon matériel, on a des bons outils. C'est top, ma souris est réparée, c'est un plaisir. Ça déconne plus là, quand je vais aller en bas, ça va en bas, c'est magique. Voilà, je vais juste partager la joie. La joie d'avoir du matériel fonctionnel. Qu'est-ce que c'est bien. D'avoir une molette qui marche, trop cool. Bienvenue à bord de Cosmo News, l'émission où on le fait plein d'espace, de science et de folie cosmique. Octobre 2025, c'est un mois qui est assez incandescent entre les découvertes, les alliances, les essais et les coups de tonnerre spatiaux. Exactement. Ce mois, c'était un peu comme un télescope géant pointé sur l'avenir. L'Europe qui sécurise ses communications quantiques, la Chine qui découvre un manteau lunaire plus froid, Mars qui révèle un noyau solide et SpaceX qui flirte encore une fois avec la perfection et le danger. Alors attachez votre ceinture gravitationnelle, on vous emmène faire le tour des 11 actualités les plus marquantes de ce début d'automne. Et on dit début parce que le premier article date du 1er octobre, on l'avait raté, Cosmo News passé. Et donc, premier article, est-ce que Trixie, tu connais Saga? Saga, le chevalier des Gémeaux? Exactement, c'est dans la mythologie de Saint Seiya. Saga, c'est le chevalier des Gémeaux, celui qui cache la lumière de l'ombre et l'ombre dans un seul cœur. Mais dans la réalité de 2025, Saga, c'est le nom d'une mission bien réelle, Security and Cryptographic Mission. Le nouveau projet de l'Agence spatiale européenne pour forger l'armure quantique de l'Europe. Le 1er octobre, à Bruxelles, sous les néons froids de la conférence Quantum Europe, l'ESA, Thales, Anelia Space et la Commission européenne ont signé le contrat de 50 millions d'euros, qui lance officiellement la mission Saga dans sa phase de conception. La phase B2, pour être précis, c'est où l'idée se transforme en système, où les schémas deviennent des prototypes et où le rêve prend corps. Et l'objectif, vous vous demanderez? Eh bien, l'objectif, c'est de créer le premier satellite européen capable de distribuer des clés quantiques. Et oui, quand on vous dit que l'ESA, c'est pas de la merde, c'est pas pour rien. C'est des séquences qui seraient impossibles à pirater, protégées par les lois de la physique, pas juste par les lois de nos pays. Et donc, c'est un système qui permettrait aux États membres de partager des données ultra sensibles en toute sécurité, sans dépendre d'aucun nom de continent, ni de télégramme, ni d'aucune application. On entre ici dans un nouvel ère, celle de la souveraineté numérique. Grâce à la physique quantique, chaque communication devint un faisceau de lumière intriqué. Si quelqu'un essaie de l'intercepter, l'information s'autodétruit. L'ennemi ne voit qu'un éclat de photons éteint, comme si l'armure de Saga se refermait d'un coup sur son secret. Et comme dit le chat, ça déconne zéro, et surtout ça fait partie d'un plan qui est encore plus vaste, qui s'appelle l'Euro QCI. C'est un peu comme Batman. Et vous voulez trouver des noms pour les trucs européens, vous mettez euro devant. Ça passe avec tout. Et là, l'Euro QCI, ce serait une infrastructure européenne de communication quantique. Donc en effet, pas de la merde. Et du coup, son but, ça serait de tisser tout un réseau spatial et terrestre ultra sécurisé, toute une toile invisible, reliant toutes les capitales européennes, les gouvernements et les centres de recherche de tout le continent. Ils sont pas beaux là. Ils rigolent de la mort avec leur diplôme. Je sais les petits drapeaux. C'est beau, le patriotisme. Pendant 2 ans, les ingénieurs de Thales, Alenia Space vont développer et tester les technologies critiques de cette future constellation. Laser optique, module de chiffrement quantique, station de réception au sol. Tout sera conçu pour que l'Europe maîtrise sa propre cybersécurité depuis l'espace. Et là, pour le coup, c'est un peu du Saint Seiya-like. Il y avait, c'était Laurent Jaffard, là, qui a résumé ça en prononçant: avec Saga, on fait progresser la souveraineté numérique, la cybersécurité et la compétitivité industrielle de l'Europe à l'ère quantique. Et Hervé Deré, PGD de Thales Alenia Space, a ajouté: nous sommes fiers de contribuer à l'indépendance technologique de l'Europe. En clair, l'Europe ne veut plus seulement observer les étoiles, elle veut protéger ses communications comme un chevalier protège son sanctuaire. Chaque photon deviendra une épée, chaque clé quantique un bouclier. Alors oui, ce Saga-là, il n'a pas une armure d'or comme dans Saint Seiya, mais il porte quand même un idéal, celui d'une Europe qui est forte et protégée pour l'ère quantique. Et franchement, un satellite qui combat le piratage avec des photons, ça vaut bien une cloche du Zodiac. Ce serait quoi le nom qu'on donnerait au chevalier de la protection des données?
NordVPN, avec NordVPN et le code T-Rex 38, vous pouvez avoir 5% d'économie. Non, c'est pas ça. Merci, Captain NordVPN. Non, je crois qu'il y a déjà JDG qui l'a fait. Est-ce que c'est sa vraie identité ou pas? On ne sait pas, mais on va passer à notre deuxième article du jour, qui est en fait un petit recueil d'articles. Ça s'est passé du 29 au 3 octobre. C'était à Sydney qu'ils ont accueilli le 76e congrès international d'aéronautique. Le rendez-vous mondial où toutes les agences spatiales, les entreprises, les chercheurs, les scientifiques viennent montrer leurs plus beaux jouets orbitaux. Et cette année, il y avait de quoi remplir un carnet d'annonces qu'on va vous déballer maintenant. On dirait des joueurs de foot. Les nouveaux joueurs de l'équipe. Nouveaux joueurs de l'équipe indienne. L'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Afrique et même les Maldives, chacun a dégainé sa petite surprise. Alors attachez vos ceintures et voici le résumé complet du IAC 2025. Et on commence par la nouvelle équipe de foot indienne dirigée par l'ISRO a annoncé que les premiers vols d'équipage du programme Gayana étaient désormais prévus pour début 2027. Autrement dit, il y a les 4 astronautes Konvala qui vont faire un petit tour en fusée. Un petit retard parce que à la base c'était prévu pour 2026, ils ont reporté pour 2027. Mais un grand pas pour l'Inde qui rejoindra bientôt le club très fermé des nations capables d'envoyer des humains dans l'espace. L'ESA renforce ses alliances. L'Europe a profité du congrès pour étendre sa toile diplomatique. Un accord de coopération a été signé entre l'ESA et la Korea Aerospace Administration, la CASA. Les deux agences vont partager leurs stations de communication spatiale, combiner leurs données sur la météo solaire et coopérer pour surveiller l'activité du Soleil depuis les points de Lagrange L4 et L5. Et c'est pas tout, il y avait aussi, on l'avait vu la semaine passée, le gouvernement australien qui avait annoncé un feu vert pour négocier un accord de coopération avec l'ESA. En clair, l'Australie pourrait bientôt participer au programme européen et accueillir de nouvelles activités spatiales européennes sur son sol. Un partenariat qui renforce encore le corps de Team ESA dans toute la scène spatiale mondiale. Avio et l'ESA misent sur le réutilisable. L'Italie n'est pas venue les mains vides. Le constructeur Avio a signé un contrat de 40 millions d'euros avec l'ESA pour étudier un étage supérieur réutilisable. Un moteur capable de revenir sur Terre pour être réutilisé. Un concept déjà prouvé par SpaceX, mais que l'Europe veut désormais maîtriser à sa façon. Et si tout se passe bien, dans quelques années, c'est les fusées Vega ou Ariane qui pourraient elles aussi apprendre à atterrir comme des pros. Donc ça serait plus les Falcon 9 qu'on utiliserait pour chaque lancement. Ensuite, Varda Space qui prévoit 20 atterrissages en Australie pour ces capsules. Ils ont signé un accord avec le Southern Launch pour 20 atterrissages supplémentaires de ces capsules de recherche spatiale au Kuniba Test Range. Ces capsules, revenues déjà 2 fois sur Terre en 2025, contiennent des matériaux et médicaments fabriqués en microgravité, donc en usine spatiale. L'Australie devient donc la piste favorite du futur Made in Space, donc les premiers à concevoir des choses dans l'espace. Axiom Space tisse sa toile mondiale. L'entreprise américaine Axiom Space, celle qui construit la future station spatiale privée, a signé 3 nouveaux partenariats internationaux. Avec les Maldives pour créer un centre de formation d'astronautes, avec le Sénégal pour développer l'écosystème spatial national et inspirer la jeunesse, et avec la Slovaquie pour favoriser la création de centres de données orbitaux et renforcer la participation des entreprises locales à la chaîne spatiale mondiale. Et c'est pas tout, ils ont aussi lancé un projet astronaute, un programme d'entraînement qui est dirigé vers la physiologie. Un programme d'entraînement dirigé par le physiologiste portugais Emiliano Ventura en partenariat avec Motor Sport Institute. Et leur objectif, c'est de réussir à étudier le corps humain, comment il s'adapte à la gravité. On avait déjà vu qu'il y avait plein de missions qui étaient faites pour la médecine spatiale. Et donc là, on veut comprendre comment justement fonctionnent les os et le corps humain dans la microgravité. L'Ajax soutiendra la mission Ramsès. Côté Japon, l'Ajax fait des fleurs a exprimé son soutien à la mission Ramsès de l'ESA qui doit étudier l'astéroïde Apophis, celui qui passera très près de la Terre en 2029. Les deux agences comptent collaborer étroitement, comme l'a souligné le directeur de l'ESA, Joseph Arbacher, c'est un allemand,
En évoquant une coopération toujours gagnant-gagnant. H-Basher, on aurait pu dire aussi. Et on avait aussi parlé justement de la JAXA qui allait coopérer avec Ramsès. Mais là, ils ont pu justement en discuter dans cette grande réunion de famille interstellaire qui est l'IAC 2025. Des poignées de main, des contrats à plusieurs millions et quelques selfies entre directeurs d'agence. Mais derrière les sourires, on sent une vraie dynamique mondiale. L'espace devient de plus en plus collaboratif et stratégique. Conclusion. Prochaine étape. Le IAC 2026 à Antalya, en Turquie, un peu moins loin. Et qui sait, peut-être cette fois on couvrira l'événement en direct. Ouais, si les T-Rex arrivent à nous soutenir jusqu'à ce niveau, puis il paraît que le buffet là-bas il est compris et à volonté. Oui, ça serait une journée sympa. Pour se faire péter le bide. Cette petite revue assez dense et complétée, on peut passer au troisième article, quelque chose d'un peu plus calme, une découverte chinoise du 6 octobre. Parce qu'avec le truc chinois, j'aurais eu le truc du gong. Ça été un peu la rage, non? Je suis pas sûr que ça passe sur Twitch. On pourrait essayer. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve, qu'on check une actualité sur la Chine, elle vient pas de n'importe où, hein, elle vient du site du gouvernement chinois, du China National Space Administration. On peut jouer dans le temple Shaolin. Et bien voilà, pendant que la Chine célébrait la fête de la mi-automne, ces scientifiques ont offert à la communauté spatiale mondiale un cadeau bien plus précieux qu'une lanterne, une découverte majeure sur la face cachée de la Lune. Les chercheurs chinois ont analysé pour la première fois des échantillons de sol ramenés par la mission Chang'e 6 et leur verdict est tombé. Le manteau lunaire de la face cachée est plus froid que celui de la face visible. No shit. Bravo la Chine, sérieusement. Environ 100 degrés Celsius de différence entre les deux côtés. Selon les mesures, le basalte de la face cachée s'est cristallisé à environ 1100 degrés Celsius contre 1200 degrés Celsius pour les roches ramenées par la mission Chang'e 5 sur la face d'avant. Donc un manteau plus chaud produit plus de volcans et un manteau plus froid moins de volcans. Merci la Chine. Ouais. Et justement, la face cachée est plus froide. Maintenant, on a des chiffres, c'est de 70 à 100 degrés moins que la face visible. Donc, il y a très peu de volcans. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, c'était quand j'étais au cycle, enfin, quand on était ado, quoi, qu'on savait déjà que c'était plus froid sur la face cachée. Et là, on nous revient pour nous dire, oui, mais on a les chiffres. Bah oui. Merci la Chine. Bah oui. Merci la Chine. Merci à vous. C'est la rubrique et l'intervention de la Chine. Et quand les États-Unis disent waouh, la Chine est un danger sur l'espace, bah oui, ils ont découvert que l'arrière de la Lune est plus froid que l'avant. Bravo. Et bref, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, on va venir à une mission qui concerne Platon. C'est officiel, Platon, le nouveau vaisseau spatial de l'Agence spatiale européenne, est entièrement assemblé. Son pare-soleil, ses panneaux solaires et ses 26 caméras sont en place, prêts à scruter les étoiles et à chercher de nouvelles terres. Le 9 septembre dernier, aux Pays-Bas, les ingénieurs de l'ESA ont vissé la dernière pièce du puzzle. Excusez-moi, le module combiné pare-soleil et panneaux solaires. Une étape symbolique, le moment où la maquette devient une vraie machine spatiale. Que le pare-soleil, c'est son bouclier. Ça protège tous les instruments de l'éblouissement solaire et ça garde les caméras dans une ombre glaciale. Donc les panneaux solaires, eux, fournissent évidemment toute l'énergie du vaisseau une fois en orbite. Et devine, Trixie. Il se déploie comme des ailes, 2 grandes ailes métalliques testées les 16 et 22 septembre, suspendues à un système spécial pour imiter l'apesanteur. Résultat, déploiement parfait, génération d'électricité impeccable. Sous son blindage, Platon embarque, comme on l'a dit, 26 caméras qui sont ultra sensibles, capables de détecter la moindre variation de lumière sur plus de 150 000 étoiles à la fois. C'est comme si le vaisseau observait tout le ciel en apnée, à la recherche d'un minuscule battement de clarté, signe qu'il y aurait une petite planète qui vient de passer devant son étoile. Chaque caméra est refroidie à moins 80 degrés Celsius, car à cette température, le bruit électronique s'efface et la précision atteint des niveaux extrêmes. Platon verra donc les ombres d'autres mondes, des planètes peut-être habitables autour des étoiles semblables à notre Soleil.
Et toute cette mission plateau, c'est aussi une histoire de coopération européenne, parce que c'est mené par l'ESA, conduite par OHB, Thales Alenia Space et Beyond Gravity, et soutenue par le plateau Mission Consortium, qui regroupe donc tous les chercheurs, scientifiques et ingénieurs à travers tout le continent. Thomas Woloczek, chef de projet, a résumé le moment avec une émotion rare. C'est très satisfaisant de voir Plateau dans sa forme finale. C'est le résultat d'une excellente coopération entre l'ESA et ses partenaires. Et avant son grand départ prévu pour décembre 2026, Plateau doit passer d'abord une série d'épreuves. Il doit être testé pour des vibrations, des vacarmes acoustiques, il doit être testé au vide spatial, aux températures extrêmes, et tout ça dans un simulateur de grand espace, la plus grande chambre cryo-vide d'Europe. En d'autres termes, il va falloir le secouer, le geler et l'illuminer à mort pour s'assurer qu'il tiendra le choc une fois dans le cosmos. Ça, un examen final avant de rejoindre la grande école, les grands noms de chasseurs d'exoplanètes comme Kepler, TS, et bientôt Plateau. Quand on y pense, ce vaisseau ne cherchera pas la vie sur Mars, mais ailleurs dans la galaxie. C'est un peu le poète du spatial. Il ne regarde pas où nous sommes, il regarde où nous pourrions être. Et qui sait Et qui sait, peut-être parmi les 150 000 étoiles qu'il surveilla, il repérera la première planète vraiment jumelle de la Terre. Un petit point bleu quelque part qui attend qu'on le remarque, avec un petit fermier qui nous fait coucou de la main. Il est tout beau. C'est très stylé. Il se cache. En tout cas, on peut compter aussi sur les États-Unis pour le retrouver. Même si pour le moment, on parle plutôt de la Space Force, les militaires américains. Et bref, c'était donc le 9 octobre qu'on apprenait que les États-Unis poursuivent leur offensive pour dominer le ciel. Et cette fois, c'est Blue Origin qui monte au front. L'entreprise du grand Jeff Bezos qui vient de décrocher un contrat de 78,25 millions de dollars avec la US Space Force pour construire une nouvelle installation de traitement de satellites à Cap Canaveral en Floride. L'objectif est clair, renforcer les capacités américaines en orbite en préparant plus rapidement et plus efficacement les satellites militaires et commerciaux avant leur lancement. Autrement dit, optimiser le trafic spatial directement depuis la côte Est. Et le nouveau centre sera situé au sein même de la station spatiale de Cap Canaveral, sur le terrain de la Force Station. Pas dans le campus de Blue Origin à Rocket Park, mais bel et bien sur le site militaire officiel. Ce sera une installation de haute technologie conçue pour accueillir jusqu'à 16 missions par an, dont 7 à 8 voies stratégiques pour la défense américaine. Et attention, ce n'est pas un hangar classique, le bâtiment sera pressurisé, ultra propre et sécurisé, capable de manipuler des carburants toxiques, des gaz cryogéniques et des matières explosives. Un vrai bunker de préparation orbitale où l'on pourra charger, ravitailler et encapsuler les satellites avant qu'ils ne partent vers les étoiles. Et tout un projet qui s'inscrit dans un cadre du programme américain National Security Space Launch qui vise à rendre les lancements militaires plus rapides, plus résilients et surtout moins coûteux. Et donc la Space Force partage ici la facture avec le secteur privé, donc un modèle qui est gagnant-gagnant selon les Américains. Et Blue Origin n'est pas le seul dans la course. Le précédent contrat signé en avril avait été attribué à Astrotech pour 67,5 millions de dollars afin d'étendre les installations de traitement à Vandenberg, en Californie. Les deux côtés américains sont donc en train de se doter d'un double réseau logistique spatial. Et même si c'est Blue Origin qui construira le site, la Space Force a précisé que l'installation sera ouverte à tous les fournisseurs du lancement du Cap, SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin, évidemment, mais aussi les nouveaux venus comme Rocket Lab ou Stockspace. En clair, un centre multi-accès où tous les acteurs du spatial américain pourront préparer leurs charges utiles avant décollage. Une manière d'éviter les embouteillages techniques et de fluidifier une cadence de tir qui ne cesse d'augmenter. Et le colonel Dan Highlander de la Space Force avait déclaré « réactif et résilient à nos forces ». Derrière cette phrase militaire se cache une réalité. Les États-Unis veulent intégrer l'industrie privée dans la sécurité spatiale nationale et faire de la Space Coast un écosystème capable de soutenir aussi bien les satellites d'observation, de communication ou de défense.
Et Blue Origin en profite car cette collaboration renforce sa crédibilité dans le domaine spatial gouvernemental, longtemps dominé par SpaceX qu'on connaît bien. Une victoire qui est stratégique pour Bezos qui va enfin New Glenn et ses infrastructures prendre une vraie place dans le programme américain. Fier de travailler avec les États-Unis. C'est intéressant, le New Space américain ne se limite plus à des fusées privées, il devient une infrastructure d'État, partagée, coordonnée et prêt pour une cadence quasi industrielle. C'est ça, parce qu'on parlait souvent du Cap Canaveral quand on faisait les Falcon Punch. C'était très souvent là qu'avaient lieu les départs des Falcons. Et en fait, tout le Cap Canaveral, c'est en train de devenir un aéroport en fait interplanétaire entre des tirs militaires, civils, commerciaux, l'envoi de satellites. Il ne manquera plus qu'un tour de contrôle orbital. Et on va passer à l'article suivant. On va reparler de Mars. C'était le 10 octobre que les données de la mission InSight nous ont réveillé le noyau solide de Mars. Après 4 ans d'écoute du silence martien, la sonde nous a révélé quelque chose d'intéressant. Les chercheurs ont analysé les vibrations du sol, enregistrées par l'instrument CUAS, le sismomètre français développé par le CNES, déployé sur Mars en 2018 et 2022 sur les 1319 séismes martiens détectés. 23 Marksquake se sont révélés suffisamment nets pour pénétrer profondément dans la planète et renvoyer l'écho de son cœur. Et ces échos ont parlé. Ils montrent la présence d'un noyau interne et solide qui est enfoui dans un noyau externe liquide. Mars, comme la Terre, possède donc 2 cœurs, un fluide et l'autre cristallisé. Le noyau interne de Mars aurait un rayon d'environ 600 km, soit 1/5 du rayon total de la planète. C'est une mini-Terre, même couche, même transition d'onde, mais à plus petite échelle. Mais c'est pas juste un petit bloc de fer et de nickel du coup, parce que les chercheurs y ont trouvé des indices de soufre, jusqu'à à peu près 16%. Il y a aussi de l'oxygène, environ 9% on estime, et il y a un petit peu de carbone, un mélange chimique qui est assez surprenant et qui change un peu notre compréhension de la composition interne de la planète rouge. Ce cœur solide remet en cause l'idée que Mars serait géologiquement morte, car si le noyau s'est en partie cristallisé, cela signifie qu'il échange encore de la chaleur et des mouvements internes. Et ça pose une question qui est quand même vertigineuse, c'est pourquoi Mars a perdu son champ magnétique alors que son noyau aurait pu entretenir ce champ magnétique. Parce que sur Terre, c'est ce champ qui nous protège du vent solaire, et sur Mars, son absence a peut-être condamné l'atmosphère et la vie qui s'y trouvait. L'instrument CIS, conçu et opéré par la France, a permis de détecter ces signaux infimes, parfois à peine perceptibles comme un battement lointain sous la croûte martienne. Une prouesse technologique. InSight a fonctionné plus de 4 ans jusqu'à ce que la poussière recouvre ses panneaux solaires. Et avant de s'éteindre, elle a transmis à l'humanité le son du cœur de Mars. C'est poétique, un battement qui même faible fait toute la différence. Mars n'est donc pas une simple coquille vide. Sous sa poussière et ses caractères, elle garde un noyau vivant, une chaleur silencieuse, vestige d'un passé plus actif. Un cœur figé mais qui n'est pas mort, et peut-être le souvenir d'un monde qui jadis battait presque au même rythme que la Terre. Tout pourquoi il y avait du carbone, pourquoi il y a du carbone sur cette planète. Le carbone c'est la vie normalement. Carbone Kevlar. Donnez-nous la vie martienne. On les si a ce vus n'est dans pas les la vie Looney martienne. Tunes. Ils ont la tête sombre, Envoyez. ils ont un casque de Rome. Ça, on le verra dimanche, c'est un des éléments d'inspiration qu'on va découvrir. Mais bref, si des Martiens ne peuvent pas venir, on va nous-mêmes envoyer des Martiens sur Mars, et pourquoi pas en Suisse. Une actu que je connais bien, la Suisse qui s'entraîne à vivre sur la Lune, dans une grotte italienne. C'est du coup l'astronaute Marco Sibert, originaire de Bienne, qui vient de passer 4 jours sous terre dans les Alpes Apennins, en autarcie totale avec 3 autres astronautes de l'Agence spatiale européenne. Attends, ils ont simulé une mission lunaire dans le noir de... Dans le sombre complet. Pas de soleil, pas de contact humain, juste des rochers un peu de lyophilisés. Piège. C'est ça. En fait, c'est juste une mission d'entraînement extrême. C'est organisé par l'ESA pour tester la cohésion d'équipage et la résistance mentale dans un environnement clos et hostile, comme ça pourrait être sur la Lune. Et Marco a raconté qu'au début, il avait un peu peur de passer par un passage étroit, mais qu'au bout de 2 jours, il se sentait presque chez lui dans cette grotte.
Ce n'est pas qu'une expérience psychologique. Les astronautes ont mené des expériences scientifiques en analysant les micro-organismes présents dans la grotte avant et après leur passage. Le but, comprendre comment la simple présence humaine modifie un écosystème fermé. Un test parfait avant d'envoyer les équipages dans des bases lunaires souterraines. Et justement, les grottes lunaires, ça c'est du concret, parce que les agences spatiales envisagent d'installer des bases dans d'anciens tunnels de lave, des abris qui seraient naturels contre tous les rayons cosmiques. Mais avant de s'aventurer là-bas, il faut apprendre à vivre dans le noir, sans repères, sans contact, sans lumière. Exactement ce que Marco vient de faire. Mais tout ne s'est pas passé sans accroc. À un moment, leur ligne de communication a été coupée. Plus moyen de se parler, le chaos total. Et pourtant ce sont des Suisses. Non, il y a un Suisse et des Européens. Ils ont gardé leur calme. 4 astronautes, un Suisse, une Américaine, un Japonais et un Émirati, qui ne se connaissaient pas avant et ont dû collaborer à l'aveugle. Littéralement, c'est ce genre d'imprévu qui force les équipages spatiaux, gérer la peur, la confusion, l'isolement et tout ça sans paniquer. Pour Marco, cette expérience a confirmé une chose. Vivre sur la Lune, ce ne sera pas une promenade de santé. Il a même dit, ce n'est pas possible de bouger avec un scaphandre dans une telle grotte. Mais c'est justement ça l'intérêt en fait, c'est avant d'aller sur la Lune, il faut comprendre les limites du corps et de l'esprit ici. Et la Suisse peut être fière, Marco a fait partie d'une nouvelle génération d'astronautes européens prêts à explorer la Lune. Sous la surface de la Terre, ils ont appris à apprivoiser l'obscurité, parce que c'est là, dans le sombre, qu'on prépare le mieux la lumière. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, il marchera sur la Lune pour de vrai. En tout cas, d'autres qui veulent marcher sur la Lune, c'est la Chine, qui refait parler d'elle le 11 octobre 2025. C'était à 10h20 en heure de Pékin. Voilà, c'était depuis les eaux proches de Hainan, dans les provinces chinoises du Shandong, que la fusée Gravity 1 et Yao 2 a pris son envol, et avec elle, la Chine vient de réussir un nouveau lancement depuis une plateforme maritime. Le lanceur Gravity 1, développé par la société privée Orion Space, effectue ici son deuxième vol. Objectif, placer en orbite le satellite Jilin 102B07, destiné à l'observation de la Terre, ainsi que 2 satellites d'essai, Chuntang-Shring 01 et 02. Je pense que j'ai écorché le nom. Et mission accomplie. Tous ont été placés sur l'orbite prédéterminée sans accroc. Le Gravité 1 chinois, c'est un lanceur qui est moyen, qui est conçu pour des satellites commerciaux scientifiques sur une orbite basse, comme le Falcon 9 au final. Son premier vol a été réussi en début d'année et il avait déjà prouvé qu'il était fiable, et ce deuxième confirme que ils ont de quoi devenir un acteur solide pour les agences spatiales chinoises. Le lanceur fonctionne avec une propulsion solide, plus simple à stocker et à préparer, moins de logistique, plus de réactivité. Idéal pour le lancement rapide de constellations de satellites comme Jilin 1, dédié à la cartographie et à la surveillance terrestre. C'est ça, et avec ça, la Chine, en fait, c'est plus juste d'aller dans l'espace, mais d'y aller depuis partout. C'est-à-dire qu'avec tes bateaux, tu peux lancer des fusées de où tu veux, même depuis la mer. Mais c'est une nouvelle ère de flexibilité orbitale et une démonstration technologique qui reste impressionnante malgré tout. Et tout ça pour une mission de routine? C'est ça la vraie puissance spatiale, quand un lancement maritime réussi devient presque banal. La fin de l'actu sur la Chine. C'était la fin de l'actu sur la Chine. L'actu sur la Chine. Et on va reparler de l'ESA et de la mission Ramsès, car une date a été fixée, le vendredi 13 avril 2029, une date qu'on pourrait croire presque maudite, vu que c'est un vendredi 13, mais qui sera peut-être notre jour de chance cosmique. Parce que ce jour-là, l'astéroïde Apophis, un géant de 375 mètres de diamètre, va passer à moins de 32 000 km de la Terre, plus près que nos satellites géostationnaires, et pour la première fois de l'histoire, l'humanité va le voir à l'œil nu, filer dans le ciel au-dessus de l'Europe et de l'Afrique. Salut Brousty. Pardon. Ma langue a fourché.
Mais cette fois, l'Europe ne se contentera pas de regarder. L'ESA prépare une mission audacieuse. Ramsès pour Rapid Apophis Mission from Space Safety, un vaisseau conçu pour rendez-vous avec Apophis avant son passage près de la Terre. Et Ramsès, oui, comme le nom du roi d'Égypte face à la divinité du chaos. Une métaphore qui est parfaite parce que Apophis dans la mythologie est justement le serpent destructeur, celui que Rey combat chaque nuit pour sauver le monde. Si la mission est approuvée, Ramsès serait lancé en 2028, à un an avant le survol. Le vaisseau rejoindrait Apophis pour l'étudier avant, pendant et après son passage à proximité de la Terre. Un triple instantané inédit, voire en temps réel, comme un astéroïde réagit à la puissance d'attraction gravitationnelle de notre planète. Ce qui sera une première mondiale, parce que jamais une mission a observé un astéroïde déformé par une planète. De si près en tout cas, une occasion unique de comprendre ce qui se passe dans un corps ancien du système solaire quand il frôle notre monde sans le heurter. Ramsès embarquerait une suite complète d'instruments pour mesurer la taille, la forme, la rotation, la composition et même la trajectoire exacte d'Apophis, mais ce n'est pas tout. Il déploierait 2 mini-vaisseaux directement à la surface de l'astéroïde pour une étude de proximité. Un peu comme si on envoyait 2 éclaireurs se poser sur un dragon en plein vol. Et le but c'est d'observer comment la gravité terrestre tire, étire et fracture les roches primitives d'Apophis. L'ESA le rappelle, Apophis ne représente aucun danger pour la Terre lors de son passage, mais un astéroïde de cette taille passant si près de nous, c'est un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 7000 ans, impossible de ne pas en profiter. Ça, surtout quand l'étudiant, on prépare le futur de la défense planétaire, en comprenant justement sa composition, son comportement. On pourra mieux savoir comment dévier un astéroïde qui pourrait être réellement dangereux le jour où ça deviendra nécessaire. Ramsès, c'est bien plus qu'une mission scientifique. C'est l'Europe qui apprend à se défendre, non pas contre un ennemi humain, mais contre les forces du cosmos. Et quand il passera dans notre ciel en 2029, tout le monde lèvera les yeux en regardant cette grande météorite. Et quelque part là-haut, un petit vaisseau européen sera déjà à ses côtés, observant, mesurant et protégeant. Ensuite, fini de parler de l'ESA, je sais ce que vous voulez chaque semaine, c'est du SpaceX. Et cette semaine, on fait pas de grand Falcon Punch parce qu'il n'y a pas assez de vols. En dessous de 3 vols, pas de Falcon Punch, c'est pas validé. On finit avec les meilleurs, avec SpaceX, parce que quand ça bouge dans le New Space, ça vole des tours. Et on n'a que 2 actualités brûlantes, le lancement réussi de KF-03 pour le projet Kuiper, et le vol de Starship qui a rempli des promesses, mais qui pose aussi des questions. It's me, le 13 octobre 2025, SpaceX a lancé avec succès KF-03, une mission du projet Kuiper d'Amazon. Depuis Cap Canaveral avec un Falcon 9 Block 5. Ce lancement transporte 24 satellites supplémentaires vers l'orbite terrestre. Le booster s'est posé sur le drone navire en mer comme à son habitude avec succès. Pour Kuiper, l'objectif reste de bâtir un réseau internet spatial pour concurrencer Starlink et cette mission marque un pas de plus dans cette expansion. Puis le 13 octobre, SpaceX a mené le 11e vol d'essai du Starship depuis Starbase, Texas. La fusée qui a atteint sur le plan orbital simulé a largué des charges factices, donc des faux simulateurs de satellites, et s'est retourné pour un amérissage contrôlé dans l'océan Indien. C'était le booster Super Heavy, voilà, c'est là que j'avais trouvé, c'était un Heavy Falcon qui avait lancé Starship, qui a effectué sa descente dans le golfe du Mexique avant de s'autodétruire après récupération. Attention, tout n'a pas été parfait, parce que lors de la phase du boost bite, donc le retour du booster, un moteur n'a pas pu redémarrer immédiatement. Il l'a finalement fait pendant la descente. De plus, certaines tuiles de protection thermique n'ont pas résisté comme prévu, un point que SpaceX devrait surveiller. C'est un vol qui confirme des progrès, mais aussi qui met en lumière les défis persistants. Selon les observateurs, ce sera le dernier test du Starship V2 avant de passer une version améliorée. Parce que avec ces 2 vols, ils prouvent que les business de constellation continuent de tourner satellite après satellite, mais qu'avec Starship, c'est en plus un pari à long terme. Devenir la colonne vertébrale des missions lunaires martiennes, voire au-delà. Si les vols furent longtemps spectaculaires pour leur explosion, maintenant c'est la maîtrise, relance, rentrée et intégrité thermique qui dira si Starship tiendra ses promesses. La route est encore semée d'obstacles, mais ce vol 11 envoie un signal fort, on avance.
On avance malgré le manque de Falcon Punch évident. Ils auraient pu se bouger un peu là. Montrer, hein, il n'y a pas eu de lancement là. C'est bon là, après faut qu'il les fabrique. Que 2 lancements là, 13 octobre là. Des fois ils balancent là, en 4 jours il y en a 4 là. Et là, une semaine il y en a que 2. C'est trop nul. Ils ont tout donné, ils sont essoufflés, faut qu'ils récupèrent un petit peu quand même. Au bureau, au studio, ce mois d'octobre nous rappelle à quel point la course spatiale n'est plus un sprint mais une symphonie mondiale. Chaque pays, chaque agence, chaque ingénieur ajoute une note à cette grande partition de l'exploration. Et oui, et dans cette symphonie, l'Europe joue avec ses propres accords, de la sécurité quantique à la défense planétaire. Elle trace sa voie parmi les géants, pendant que la Chine, même la Suisse, et les États-Unis prouvent que la curiosité humaine n'a pas de frontières. Et SpaceX, fidèle à ses réputations, continue de tester les limites du possible, quitte à frôler l'impossible. Alors que ce soit dans les grottes italiennes, les mers chinoises ou l'infini de Mars, une chose est sûre, l'humanité avance. Pas toujours vite, pas toujours très droit, mais toujours avec la tête dans les étoiles. Fin de transmission, ici Direct et Trixie pour Cosmonew. À la semaine prochaine pour un nouveau tour de la galaxie. L'aventure se termine, mais ce n'est qu'un au revoir. Cosmo News revient.